Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Installez-vous, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Député de Loir-et-Cher, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale et premier vice-président du Modem. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Ariane, bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Marc Fesneau, François Bayrou a donc échappé hier par 2 fois à la censure. C'est un répit de courte durée? Ça, c'est la responsabilité des parlementaires. Enfin, il n'y a pas François Bayrou a échappé à la censure. Le pays s'est doté d'un budget. Et je pense que c'était ça la volonté qu'avait essayé de tracer François Bayrou, sur lequel nous avions buté au mois de décembre avec Michel Barnier, avec la volonté qu'il a exprimée, François Bayrou, d'essayer d'ouvrir quelque chose de nouveau, qui était une forme de dialogue, reconnaissons, pas très courant, à l'Assemblée nationale. Vous m'avez souvent entendu ici sur ce plateau, dans les différentes fonctions que j'ai exercées, comme président de groupe en 2017-18, puis relations avec le Parlement, regretter parfois qu'on ne soit pas dans la capacité de créer les conditions du dialogue. Et je trouve que cette capacité-là a produit ses effets. Je suis heureux qu'on ait, en tout cas sur le projet de loi de finances, on n'a pas complètement terminé. Je sais que les téléspectateurs et ceux qui nous regardent doivent se dire on n'en finit jamais en fait de cette affaire-là, puisque juridiquement il y a 3 textes et donc il faut engager 3 fois la responsabilité du gouvernement et donc ça produit 3 motions de censure sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. En tout cas, ça ouvre quelque chose peut-être qui peut permettre à ceux qui espèrent un peu de stabilité dans ce pays, d'abord d'avoir un budget. On est ici à Public Sénat, on est au Sénat, il y avait quand même des attentes dans les collectivités locales, des attentes des entreprises, des attentes d'un certain nombre de gens qui attendaient que le budget puisse permettre de débloquer les choses. Alors, c'était d'ailleurs assez curieux d'entendre les extrêmes nous expliquer que ça n'avait pas d'effet. Manifestement, les gens ont compris que ça avait des effets puisqu'ils sont allés manifester devant leur permanence, ils sont allés dire des choses devant ces parlementaires-là en disant « mais si, ça a des effets concrets ». Et donc c'était bien qu'on retrouve déjà cette partie budgétaire. Mais il me semble qu'on n'est pas du tout au bout de ce qu'est la nécessité d'un pays stable. On a besoin d'avoir des politiques publiques qui puissent être conduites, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. D'ailleurs, moi je n'ai jamais pensé, y compris quand nous étions en situation d'opposition, que c'était une bonne nouvelle d'entraver et de provoquer en permanence de l'instabilité. Parce qu'au fond, le chaos, il sert qui? Si vous me permettez de prolonger juste un mot. Le chaos, il sert ceux qui ont envie que la France s'affaiblisse. Et donc, c'est des gens qui sont, pour moi, contre les intérêts de la France. Il sert ceux qui, dans l'Europe, veulent que la France s'affaiblisse, parce qu'ils veulent que la France s'affaiblisse dans une confrontation mondiale. Il suffit de regarder tous les soirs les nouvelles des États-Unis pour se dire que peut-être on a besoin de stabilité et plutôt d'être unis que désunis. Donc ceux qui ont voté la censure hier, ils veulent affaiblir la France pour vous? Ils l'affaiblissent de fait. Il suffit, c'est pas... Moi, je ne juge pas les intentions, je juge ce qui se passe. Quand vous n'avez pas de budget, vous êtes affaibli. Quand votre voix est affaiblie par des débats qui n'en finissent pas, une incapacité à s'unir, vous êtes affaibli. Quand une nation est unie, un peuple est uni, vous êtes beaucoup plus fort que quand un peuple est désuni. C'est un fait. Et donc ceux qui jouent au chaos et à la division, ils affaiblissent la France. C'est pas, je ne parle même pas des intentions, ce sont des faits. Alors vous qui connaissez bien François Bayrou, est-ce que vous diriez qu'il a poussé un ouf de soulagement quand il a appris que les motions de censure ne seraient pas votées? Est-ce qu'il s'inscrit maintenant dans un plus long terme? Mais le long terme, c'était déjà de s'inscrire dans cette capacité de dialogue, si vous me permettez de le prendre comme ça. J'ai pas senti chez lui un ouf de soulagement, c'est simplement une forme de continuité dans ce qu'il a essayé de décrire de ce qu'il fallait faire dès qu'il a été nommé Premier ministre. Vous dire qu'il avait confiance, en fait, dans cette méthode? Non, c'est pas une question de confiance. On sait jamais comment les choses évoluent et on voit bien qu'on est dans un moment très éruptif. Vos confrères disaient que je disais le mot de volcanique. Oui, on est quelque chose autour de ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'à tout moment, pour une raison qu'on n'a pas identifiée, les choses peuvent tourner mal et on peut retomber du côté du chaos. Donc il y a une forme à la fois de détermination qui aboutit à ce qu'on a vu hier et en même temps une forme de vigilance et de lucidité sur l'état de la situation. Donc c'est un peu étape par étape. Il a pris l'image de l'Himalaya en disant on a atteint le camp de base. Et vous savez qu'avant le camp de base et avant l'Himalaya, il y a plein d'étapes suivantes. Et pour en avoir parlé avec lui, il n'y a ni ouf ni triomphalisme en disant simplement voilà une étape de franchie, il faut qu'on essaie de franchir les autres. Est-ce que vous redoutez la prochaine étape, c'est-à-dire la motion de censure socialiste dans les prochains jours qui va porter notamment sur l'expression de François Bayrou, sentiment de submersion migratoire? Quand vous le savez, c'est pas nouveau non plus chez moi, donc au moins ça me permet d'avoir un peu de crédit dans la parole. J'ai toujours respecté, y compris nos adversaires politiques. Je comprends mal le sens de cette motion de censure, ce d'autant que je rappelle que les socialistes avaient dit s'il n'y a pas de 49-3 hors la question budgétaire, et la question budgétaire, on a essayé de travailler avec eux, ce qui n'était pas forcément une chose écrite sur la table, il n'y avait pas de raison de poser une motion de censure. Maintenant, on pose des motions de censure sur des déclarations, des valeurs, des principes, sur aucun texte. Je ne comprends pas tout à fait le sens, mais il faut être vigilant parce que
il y a un certain nombre de gens qui en permanence ne cherchent qu'à provoquer le chaos. Donc moi, je ne crois pas que ce soit la volonté du Parti socialiste. Sincèrement, je ne crois pas que ce soit la volonté. Et nous avons beaucoup de divergences avec le Parti socialiste. Mais ce sont des responsables publics qui savent ce que c'est que le mot responsabilité veut dire. Et qui savent qu'un jour, sans doute, ils seront eux aussi appelés à exercer des responsabilités exécutives. Et vous pensez que le RN pourrait la voter ? Mais le RN joue en... Je rappelle que le RN était contre la loi immigration, le lundi. Et que le mardi, il vote pour la loi immigration, dans une manœuvre qui n'avait rien d'autre comme objectif que de mettre une forme de pagaille dans les rangs et de mettre tout le monde dans l'embarras. Donc le mieux dans la vie, c'est de compter sur soi-même. Le mieux dans la vie, c'est de prendre ses responsabilités et de ne pas déléguer aux autres. Là, sur la censure, vous êtes un peu obligé de compter sur les autres. Parce que si la gauche et le RN s'allient... De compter sur soi-même quand on est dans le camp de ceux qui essaient de ne pas provoquer le chaos. De ne pas attendre des autres que ceux qui aiment le chaos soient sages une journée, parce que le lendemain, ça peut changer. Donc le soi-même, c'est un soi-même collectif. Vous vous adressez au Parti socialiste en leur disant attention, c'est ça ? Je dis, il me semble qu'on exerce... D'abord, c'est une prérogative, donc je ne remets pas ça en cause, mais il me semble ça ne s'exerce pas complètement dans le moment qu'on traverse. Une motion de censure 49.2 ou 49.3, ça n'est pas anodin. Voilà. Quand vous faisiez ça, quand il y avait une majorité absolue, au fond, on prenait cet exercice comme un exercice assez convenu qui permettait que l'opposition fasse des grandes déclarations liminaires et que la majorité poliment conduise la motion, puisque de toute façon, il y a une majorité. On n'est pas dans cette situation-là. RN et LFI peuvent avoir l'envie tout d'un coup que tout ça soit bien, quelle que soit la nature du texte. Donc je pense qu'il faut être vigilant, mais ça s'applique aussi à nous, hein, au fond. C'est-à-dire que dans nos attitudes... Mais justement, j'allais vous poser la question, est-ce que François Bayrou a eu tort d'utiliser ce terme, puisqu'il a ouvert la porte finalement à une nouvelle... Non, je ne crois pas. Je crois que le pays est malade sur ces sujets-là comme sur d'autres, et sur les terminologies comme sur les autres, de l'incapacité à mettre des mots sur les choses. Et je pense que les gens nous en veulent beaucoup, à juste titre, de parfois employer des mots, des expressions. Mais là, c'était pas forcément le bon moment. Mais la question du timing est une autre question. Mais c'est jamais le bon moment si à chaque fois vous dites bah là il y a ça, bah là il y a ça, puis là, il aurait pu s'abstenir vu le contexte. Non, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Je peux comprendre que c'est suscité de l'émoi, je peux comprendre qu'on puisse dire très bien, il y avait le budget, mais enfin, pas se cacher derrière le budget. S'il l'avait dit aujourd'hui, on aurait dit, voyez, il a attendu le budget pour dire enfin ce qu'il pensait. Vous me diriez ça ce matin, sans doute. Bon, très bien. Donc le mieux, c'est qu'on essaie d'analyser les choses et qu'on essaie de poser les mots. Je connais François Bayrou depuis longtemps, comme vous le dites. Je sais quelle est sa pensée. Et faire un grief de quoi que ce soit sur ces sujets-là à François Bayrou et au mouvement démocrate, il y a quelque chose d'assez original, on va dire. Alors, dans la foulée de cette série de motions de censure, on voit aussi se désagréger le nouveau Front populaire. Hier soir, les mots ont été assez durs entre LFI et le PS. Est-ce que c'est une autre des victoires de François Bayrou, ça, aujourd'hui ? Il n'y a pas de victoire à désagréger quoi que ce soit. Il y a la vraie victoire, je vais vous dire, pour moi, je l'ai dit hier dans mon discours, c'est que puisse se consolider une gauche de gouvernement, pour le futur, hein, pas pour les 6 mois. Et une droite de gouvernement. Moi, j'ai jamais pensé que le dépassement, c'était l'effacement. J'ai jamais pensé que pour que l'espace central puisse faire entendre sa voix, il fallait qu'il écrase la droite et la gauche, quand d'ailleurs, à l'époque, la droite et la gauche pensaient que la meilleure façon de faire vivre l'espace central, c'était de l'écraser. C'est ce qui a été fait jusqu'alors ? Ah oui, je pense que l'erreur probablement collective qui a été construite, et même dans l'opinion publique, c'était de dire, en fait, on a mis en l'air les partis de gouvernement de droite et de gauche, et les renvoyant au fond dans une seule limite qui était d'aller vers leurs extrêmes. Donc là, en même temps, c'était une faute politique. Mais non, c'est pas ça. C'est pas le en même temps qui est une faute politique. Ce qui est une erreur, c'est de penser que en même temps, c'est ni l'un ni l'autre, et que on ne fait pas vivre la polyphonie d'un espace de droite, d'un espace de gauche qui doit exister comme tel et qu'on n'invente pas. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai toujours été... comment dirais-je, pas révolté, non. Agacé par ceux qui à droite qui disaient la droite et le centre. Non, la droite, c'est la droite, la gauche, c'est la gauche, et le centre, c'est le centre. Et le mieux, c'est que nous, dans l'espace du centre, on arrive à faire parler et c'est ce qu'on a fait un peu dans cette affaire budgétaire, d'ailleurs, quand vous regardez. Mais il faut une droite de gouvernement, il faut une gauche de gouvernement, il faut des différences, parce que sinon, vous les renvoyez vers les extrêmes et vous les affaiblissez. Et donc, je pense que la nouvelle, la question n'est pas une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y ait de la clarification. Je sais ce que je crois, je ne suis pas socialiste dans mon histoire, mais je crois voir à peu près ce qu'est l'histoire du Parti socialiste. Ils n'ont rien à faire, me semble-t-il, dans l'histoire avec un certain nombre de gens
à l'extrême gauche qui ne sont pas dans l'histoire du Parti socialiste. Et toute l'histoire du Parti socialiste, c'est son affranchissement à ça. Et vous diriez que là, ils sont en train de reconstituer une gauche de gouvernement? Oui. Et c'est pas pour être dans ce gouvernement, c'est une gauche de gouvernement pour plus tard. Moi, je pense qu'on a besoin d'avoir des forces politiques. Au moment où le populisme menace, où les extrêmes fracturent le pays, on a besoin d'avoir... Est-ce qu'une gauche de gouvernement existe sans l'apport d'une partie de l'aile gauche de ce qu'on a appelé la Macronie? Bah, oui, mais alors, le gouvernement, dans ce gouvernement, et dans la majorité, ou ce qu'on appelle le socle, il y a des gens qui viennent plutôt des horizons de la gauche. Je n'ai pas fait non plus tout ça pour que les gens qui sont dans l'espace central expliquent maintenant qu'ils sont dans la nuance de la gauche ou dans la nuance de la droite. Parce qu'à ce moment-là, il faut qu'ils aillent à droite ou ils aillent à gauche. Vous voyez ce que j'aime la clarté des choses. Moi, je ne me sens pas plus à droite qu'à gauche. Et sur un certain nombre de sujets, peut-être que ça renvoie plutôt à la droite et sur d'autres plutôt à la gauche. Mais c'est ça, ce sont les centristes. Mais si on se sent de gauche, on va à gauche, et si on se sent de droite, on va à droite. Et l'espace central, lui, s'organise autour d'une répartition qui soit un peu différente. Voilà. Ce budget 2026, qui est un budget ce budget 2025, pardon, qui est un budget de compromis qui finalement ne convient à pas grand monde, est-ce qu'il appelle un budget 2026 plus dur en matière d'économie? Mais par nature un compromis. Mais alors on est aussi en train de faire un apprentissage de quelque chose qui est un peu un gros mot en France, le compromis. Dans toutes les démocraties du monde, il y a du compromis. Même aux États-Unis, même Donald Trump, on en parlera peut-être, il est obligé avec la Chambre des représentants et le Sénat d'aller au compromis. Le compromis, c'est jeter là mon adversaire, parce que c'est quand même parfois mon adversaire. Il était là et on a été obligé de trouver un terrain d'entente. Parce qu'on considère que c'est l'intérêt du pays et qu'au fond, ça ne vient pas remettre en cause les fondamentaux. Bon, on découvre ça en France, un peu comme, pardon de l'expression, la poule découvre la fourchette ou le couteau. Très bien. Faisons cet apprentissage tranquille. Le compromis n'est pas une compromission. Dans toutes les démocraties, on fait des compromis. Au Parlement européen, on fait des compromis. Donc, il a fallu faire un compromis entre des nécessités de rigueur budgétaire et ça, enfin, si vous connaissez un parlementaire qui a envie de faire de la rigueur budgétaire, mais la rigueur budgétaire, elle s'impose à nous, parce que si c'est pas nous qui nous l'appliquons, c'est les taux d'intérêt qui vont nous faire la rigueur budgétaire. Et moi, je préfère, en termes de souveraineté, décider, être maître des économies que je veux faire, plutôt que de les faire subir par un coup de rabot qui viendrait taper les retraites, les choses et les autres. Donc, on est dans l'urgence. Parce qu'il fallait un budget vite. Vous voyez bien les taux d'intérêt, les incertitudes. Tout ça ne plaidait pas pour faire un budget comme nous en avions rêvé. Mais ça plaide en revanche, qu'a très bien dit François Bayrou hier, pour regarder, et je trouve qu'il a raison d'aborder les choses suivantes, c'est pourquoi depuis 40 ans on dit le budget, il était de 100, j'y rajoute l'inflation et donc voilà le budget du ministère pour l'année suivante. On peut peut-être se dire, est-ce qu'il faut plus là? Est-ce qu'on peut faire moins là? Et donc une espèce de refondation de ce que sont les grands équilibres des budgets me paraît une bonne idée pour 2026. Et ça, si on veut le faire, il faut s'y mettre tout de suite. Alors vous avez réussi le compromis sur le budget. Est-ce que ce compromis peut perdurer sur d'autres grands projets de loi? Et je pense notamment à la réforme des retraites qui est en train d'être discutée par les partenaires sociaux, qui va revenir au Parlement sous forme de projet de loi si ils arrivent à trouver, eux, un compromis. Est-ce qu'on peut faire voter un texte sur la réforme des retraites qui réunirait DLR au PS? Est-ce que ça vous paraît envisageable? Mais d'abord, il y a quelque chose qui pourrait peut-être s'imposer à nous, parce qu'il y a un deuxième élément qu'on n'a pas encore vu dans la démarche qu'a souhaité initier François Bayrou, c'est de faire confiance aux partenaires sociaux. S'il y a un compromis entre les partenaires sociaux, j'ose espérer que le Parlement s'en saisira. Sans le modifier. Attendez, j'ai pas dit sans modifier. Non, mais s'en saisira avec l'idée qu'il faut aller dans... Parce que si on fait... Les partenaires sociaux se mettent d'accord sur une réforme du système de retraite ou la modification du système de retraite tel qu'il est posé sur la table et qu'on dit « Très bien, tout ça n'a servi à rien, on va faire comme on l'avait dit », alors là, je pense qu'on a un problème dans ce pays de la démocratie sociale. Olivier Faure a déjà annoncé hier soir que si la mesure d'âge n'était pas revue, le Parti socialiste déposerait une motion de censure qui pourrait réunir... J'invite chacun pas mal de monde à écouter... Enfin, je veux dire... Ça serait quand même curieux que tous ceux qui nous ont dit qu'il fallait écouter les partenaires sociaux ne les écoutent pas. Faites confiance aux partenaires sociaux. On a une maladie française, on dit aux gens parlez et on commence à préempter le débat. On n'a même pas encore le diagnostic qui va être présenté. Depuis le début, la gauche dit attention, c'est un piège, les organisations patronales peuvent empêcher le débat. Mais on verra. Est-ce qu'on peut donner... Est-ce qu'il y a 3 semaines ou il y a 1 mois, on aurait dit qu'on aurait un budget? Bon, est-ce qu'on peut faire confiance un peu à des partenaires sociaux qui ont envie, je crois, de démontrer qu'ils sont capables
de se mettre d'accord, y compris de se mettre d'accord sur des choses avec lesquelles nous ne serions pas d'accord. Ça aussi, c'est un compromis. Et que nous n'ayons pas la prétention, nous, groupe politique, tout seuls, de décider de ce qui est bien ou pas bien pour les salariés. C'est des représentants des organisations patronales. C'est des représentants des organisations syndicales. Évidemment, il n'y aura pas d'unanimité. Chacun, c'est LFiste, si je peux dire. Vous voyez ? Bon, chacun, c'est populiste, syndicaux. Mais il y a des gens dans le monde syndical, salarial, qui ont envie de faire avancer les choses, et qui l'ont montré dans l'histoire d'ailleurs de la France. Laissons-les faire. La Cour des comptes va présenter d'abord les conclusions de ce qui est un diagnostic, parce qu'on n'a jamais partagé vraiment un diagnostic. Ça, c'est pour le 19 février. J'ai d'ailleurs dit à François Bayrou que je souhaitais qu'on puisse avoir un débat au Parlement, qu'on ait enfin un débat sur est-ce qu'on est bien d'accord. On verra quelle suite sera donnée. Mais sur les chiffres. Sur les chiffres. On n'est même pas d'accord sur les chiffres. Enfin, le comité d'orientation des retraites, je vous rappelle, avant la réforme Borne, ce qui nous a beaucoup aidé, nous avait expliqué à l'époque qu'il n'y avait pas de problème de déficit. Ouais. Il y avait même un léger. Et donc il y aura un débat au Parlement? Il a dit oui? Non, il n'a pas. On verra la suite qu'entendra donner François Bayrou. Mais moi, je pense que c'est bien qu'on ait une caisse de résonance parlementaire. Et moi, quand j'ai des choses à dire à François Bayrou, je le dis. Et je ne vais pas changer d'attitude parce que c'est François Bayrou et que je suis proche de lui. Je pense qu'on a besoin de ce débat parce qu'on a besoin de cette caisse de résonance. Cette caisse de résonance, elle permettra de poser un diagnostic. Après, les partenaires sociaux vont s'en saisir. Et après, mai, juin, on verra. Donc, Marc Fesneau, Olivier Faure et les autres. Je pense qu'on a intérêt à laisser faire sans préempter. Parce que si on dit c'est les uns une mesure d'âge, les autres pas une mesure d'âge, les troisièmes une mesure de hausse de cotisation. On fait le travail à la place de ceux qui ont envie de le faire aujourd'hui et de s'en saisir, les partenaires sociaux. Et donc moi j'ai plutôt espoir qu'on puisse trouver un chemin là aussi de dialogue. Je sens quelque chose de l'ordre d'un état d'esprit, sans être naïf, hein, ni utopique. Je crois qu'il y a des gens qui ont envie de montrer qu'on peut se parler, qu'on peut se mettre d'accord. Aujourd'hui a lieu à l'Assemblée nationale la niche des Républicains. Parmi les textes, celui pour durcir les conditions d'accès du droit du sol à Mayotte. Est-ce que vous allez le voter? Oui, on est assez... Voilà, on va regarder. Il y a des débats, il y a des questions d'amendement. Mais globalement, on est d'accord avec le texte qui est posé par les LR. Et là aussi, c'est bien qu'on puisse se dire que parfois, on est d'accord sur des textes en sortant d'un certain nombre de postures qu'on a pu... les uns et les autres avoir, si je peux me permettre. C'est assez savoureux de voir que parfois, on était manifestement les uns et les autres dans des postures. Et donc, oui, c'est un texte... Vous voyez bien qu'à Mayotte, cette question du droit du sol est la question centrale de la situation mahoraise et d'une situation qui est intenable pour les populations mahoraises et pour ceux qu'on accueille aussi, d'ailleurs. Parce qu'il y a un moment, vous ne pouvez pas, comme disait Michel Rocard, accueillir toute la misère du monde. Et la fin de la phrase étant « mais chacun doit prendre sa part hein, », parce que tout est important dans la phrase. Donc celui-là, vous le voterez. Il y en a d'autres, prioriser les travailleurs dans l'attribution de logements sociaux, mais moi, les allocations. On va avoir le débat, mais allons au bout. Prioriser les travailleurs dans les... Voilà. Vous avez quelqu'un qui est en situation de demandeur d'emploi, qui est en formation. C'est la meilleure voie pour qu'il retrouve un travail. Et on ne le priorise pas par rapport à un travailleur. Vous avez une femme qui est obligée de quitter son foyer parce qu'elle est battue. Elle n'est pas prioritaire par rapport à un travailleur? Bon, ça... Donc celui-là, vous ne le votez pas? Non. Est-ce qu'on pourrait être un peu dans la nuance? Je pose des questions auxquelles j'entends qu'on apporte des réponses. Je vois bien en filigrane ce qu'il y a. Mais le monde ne se résume pas à ceux qui travaillent et ceux qui chercheraient à ne pas travailler. Il y a aussi des gens qui sont en difficulté. Il y a aussi des femmes qui sont obligées de quitter leur foyer. Et le mieux d'ailleurs, ça serait que ce ne soit pas elles qui quittent leur foyer. Etc., etc., etc. Il y a aussi des situations particulières qui nécessitent qu'on soit un peu... Allez, j'ose le mot, dans la nuance. Donc voilà, mais je vois bien le principe. Mais on va en débattre, chacun va porter des amendements, sans dogmatisme. C'est pas parce que c'est un texte qui vient des LR, comme d'ailleurs on l'a fait il y a 15 jours sur un texte qui vient du Parti Socialiste, qu'on est contre, ou qu'on est pour. Mais nous, centristes, on va apporter notre pierre. On ne veut pas déranger, mais on va essayer de le faire quand même. Le Sénat, lui, il examine en ce moment la loi d'orientation agricole. C'est un texte que vous connaissez bien. Ça fait 1 an qu'il est sur la table. J'aurais aimé qu'il y soit plus tôt, d'ailleurs. Trop tardé pour répondre à la colère des agriculteurs? Oui, parce que vous voyez bien, donc, oui, je l'avais dit, moi, que dès qu'une fenêtre s'ouvrait, il fallait le faire. Et manifestement, il fallait avant qu'il y ait des propositions de loi qui puissent prospérer pour que chacun puisse s'y retrouver. Mais il y a toujours un risque dans cette affaire-là, à faire durer un texte qu'on fait donc durer trop longtemps. Le Sénat a trop tardé? Mais c'est pas le Sénat, enfin, c'est le gouvernement qui met à l'ordre du jour. Il y a eu dissolution, il y a eu censure. Mais... Quel est le risque aujourd'hui, puisque vous parlez de risque? Non mais, plus un texte dure... Alors qu'au fond, alors c'est très savoureux de voir que tous ceux qui l'avaient vilipendé disent que maintenant il faut le voter. C'est toujours plaisir à l'ancien ministre de l'Agriculture que je suis, puisque j'ai eu l'honneur de porter ce texte avec le président de la République et Gabriel Attal, Premier ministre.
Il me semble qu'on perd le fil un peu d'un débat parlementaire quand on le fait trop durer. Bon, mais ceci dit, maintenant, il est ancré puisqu'il est au Sénat. Il appartient au Sénat de faire ce qu'il a à faire et de dire ce qu'il a à dire. Alors, il fait des modifications, le Sénat. Le Sénat a, par exemple, ajouté le principe de non-régression de la souveraineté alimentaire, contre l'avis du gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais moi, j'aimerais... Alors, c'est valable sur ce texte, donc ne le prenez pas pour ce texte, mais pour globalement. J'aimerais qu'on arrête dans les textes de faire du déclaratif. On perd aussi les concitoyens, parce qu'une fois qu'on a mis principe de non-régression de souveraineté, ok. Et alors? Qu'est-ce que ça change dans la vie quotidienne des agriculteurs qui nous regardent et qui nous écoutent? Ça va changer quoi? À celui qui n'est pas rémunéré, à celui qui a un problème de dérèglement climatique et dont le modèle est en train de s'effondrer. Vous en savez quelque chose dans un certain nombre de régions. Ça va faire une jambe. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que nous nous astreignions, nous parlementaires, à l'Assemblée, moi je m'occupe de l'Assemblée plutôt, mais même au Sénat, à ne pas écrire des choses qui relèvent de l'incantatoire et du déclaratoire. Je l'ai dit hier d'ailleurs dans la déclaration, en réponse à la déclaration de motion de censure. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de beaucoup de lois supplémentaires. J'ai besoin qu'on applique les lois, qu'on voit celles qui ne fonctionnent pas, qu'il faut ajuster. Et il y a des besoins nombreux. Mais rajouter du déclamatoire permanent, c'est montrer une forme d'impuissance. Yaka, Faucon, ça n'est pas du législatif, ça n'est pas opérant, ça n'est pas utile. Et donc je verrai moi, et d'ailleurs c'est une vigilance que généralement tient le Sénat, à ne pas faire des choses qui ne servent à rien d'autre que de faire du bavardage. Ils ont aussi inscrit quelque chose d'un peu plus concret, le principe pas d'interdiction sans solution. Les produits phytopharmaceutiques ne pourront pas être interdits sans solution alternative économiquement viable. Est-ce que ça, vous souhaitez que ça reste dans le texte? Alors on va aller aussi au bout du sujet, c'est intéressant. Qui produit les interdictions de molécules? Et le niveau européen. C'est la Commission européenne. Bon, donc, mettons dans la loi française pas d'interdiction sans solution sur, par exemple, les néonicotinoïdes. C'est une décision de la Cour de justice européenne qui a interdit qu'on ait une 3e année de dérogation sur la betterave. On a pu s'y opposer? Qui a pu s'y opposer au niveau européen? On met des règles nationales dans des débats qui sont des débats européens. Alors je proposerais plutôt qu'on aille, ce que j'ai fait d'ailleurs sur un certain nombre de sujets, je crois que beaucoup de gens le reconnaissent, au niveau européen, se battre. Par ailleurs, vous découvrez qu'une molécule, tout d'un coup, est extrêmement dangereuse. Ça peut arriver. Vous allez dire juste pas d'interdiction sans solution devant des risques sanitaires pour les... Qui raisonnablement, responsablement peut dire ça? Nous n'avons pas de solution sur le chlordécone. On réintroduit le chlordécone? Pardon, il faut... Là aussi, il faut être concret. En revanche, qu'on se dise... Il faut d'abord chercher des solutions. 2, il ne faut pas de surtransposition. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que dans un marché unique, où les produits espagnols, allemands, italiens viennent chez nous, on dise il y a des molécules qu'on interdit en France et qui sont autorisées, ça oui. Et là, on a été beaucoup trop loin, et je pense qu'on a besoin, si on avait voulu faire preuve utile, c'est de se dire qu'on fasse converger au niveau européen l'ensemble des autorisations, y compris d'ailleurs d'une partie des autorisations de mise sur le marché. On ne peut pas avoir des agents statistiques qui n'ont pas les mêmes politiques d'une région à une autre, d'un État membre à un autre. Je ne peux pas avoir des molécules qui sont autorisées, ce qui est arrivé à plusieurs reprises, en Autriche, en Italie, en Allemagne, avec des autorités sanitaires qui sont aussi bonnes que les nôtres, et nous avons de bonnes autorités sanitaires, et qu'on nous explique qu'on ne peut pas faire jouer une clause de réciprocité. Quand on homologue des véhicules, et c'est dangereux quand vous conduisez une voiture, que si elle n'est pas homologuée, qu'on dise la norme qui est examinée quelque part, elle est examinée pour tout le monde. Ça, pour le coup, ça serait utile et opérant pour les agriculteurs, plutôt que de dire pas d'interdiction sans solution. Ne pas laisser les agriculteurs dans une impasse. Très bien. Oui. Christelle. Une dernière question sur l'initiative qui a été annoncée par le président de la République d'organiser un référendum prochainement. Il est en train de réfléchir aux thématiques. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Est-ce que dans un pays clivé comme l'est actuellement la France, le débat ne risque pas d'être violent, quel que soit le sujet et le thème choisi? C'est toujours le risque. Et la France a comment dirais-je, une espèce de psychodrame permanent avec les référendums, d'une certaine façon. C'est soit il n'y a pas de participation, soit... Alors, on n'a pas le temps, mais vous me réinviterez. Je suis pas sûr que... Je suis pas sûr que... On dit souvent les Français ne répondent pas à la question référendaire. Je crois que c'est pas vrai. En fait, souvent, ils ont répondu à la question qui leur a été posée. Parce qu'en disant le général de Gaulle, les gens n'ont pas répondu. Si, le général de Gaulle, en fait, la question qu'il a posée, c'est est-ce que vous voulez encore que je sois président de la République dans son référendum? C'était peut-être ça l'erreur.
Mais quand il dit, si le référendum n'aboutit pas, le général de Gaulle, avec tout ce qu'il était dans l'histoire de France, mais qui sentait sans doute que quelque chose était en train de se délier, et qu'il dit, si le référendum, vous ne le votez pas, je partirai, en fait, il pose la question, voulez-vous que je parte? Et les gens ont répondu oui. Donc là, malheureusement d'ailleurs. Vous trouvez que dans le timing, c'est une bonne idée de poser une question? Je vais au bout. Donc attention à l'idée qu'il ne faut pas faire de référendum parce que les Français ne répondent pas à la question. Les Français sont des êtres tout à fait responsables, il faut arrêter de les prendre pour je ne sais pas quoi. Ils font de la politique, ils savent les questions auxquelles on souhaite les soumettre, et donc il me semble que l'idée peut être... moi je pense que l'idée est intéressante, je pense qu'on a besoin aussi, dans ce moment où on essaie de reconstruire du dialogue, de l'apaisement, de la réconciliation, qu'on puisse aussi avoir des sujets sur lesquels on puisse débattre entre nous. Alors on aura toujours compté sur les extrêmes et les populistes pour alimenter... Oui, mais je le disais hier au débat encore, il y a une majorité de gens qui ne veulent pas ça. Vous voyez ? Et donc il faut que ces gens-là, dans leurs différences, à gauche, à droite, dans l'espace central, ils disent, nous on ne veut pas la cacophonie, on ne veut pas le chaos. On n'est pas d'accord entre nous, mais on ne veut pas ce que vous nous proposez. Bon, et il y a peut-être des sujets sur lesquels on peut le faire. Alors reste à savoir sur quel sujet, dans quels horizons. Il n'y a pas le président de la République. Alors tout le monde fait des propositions, le MoDem aurait une proposition de sujet? Non, moi je ne suis pas la foire à la saucisse de la proposition, donc je pense qu'on va réfléchir. D'abord, il faut regarder un peu ce qu'il y a dans la Constitution, ce qu'on peut faire, vous voyez. L'organisation des pouvoirs, c'est pas complètement tout et n'importe quoi. Donc moi je ne fais pas la foire, hein. Mais il faut qu'on réfléchisse. D'abord, il faut que ce soit un sujet qui ne soit pas un sujet, comment dirais-je, de façade. Il faut que ce soit un sujet qui soit utile. Et donc, il faut qu'on réfléchisse, je trouve, les uns et les autres, et avant de jeter, de dire, moi, je veux ça, si c'est pas ça, j'en veux pas, vous voyez, y compris en termes de méthode, peut-être un peu différent des autres, il me semble qu'il faut qu'on réfléchisse avant de se jeter en pâture, de si vous faites pas un référendum là-dessus, ça m'intéresse pas. Merci beaucoup, merci Marc Fesneau.